Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire et cette question du jour. Faut-il supprimer les notes à l'école? Et si oui, comment faire alors pour évaluer nos élèves? On en parle dès le début de cette émission avec nos invités. Et puis c'est une triste réalité, de nombreux étudiants n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Nous recevrons le fondateur de StudHelp, une association qui aide à lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. Et puis Michael Dorian nous a déniché une petite perle, un monsieur de 92 ans qui fait fureur sur TikTok. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Alors dans le quotidien régional Sud-Ouest, Cédric Villani lance un appel à Jean-Michel Blanquer. S'il a dans un premier temps soutenu la réforme du lycée, Cédric Villani demande aujourd'hui au ministre de l'Éducation nationale de revoir sa copie. L'ancien membre de La République En Marche, devenu proche depuis des écologistes, propose notamment que le cours scientifique du tronc commun de terminale passe de 2 à 4 heures hebdomadaires, que les élèves puissent choisir 3 spécialités au lieu de 2 et qu'une seconde spécialité de maths soit créée, moins ardue que l'actuelle qui fait peur à certains. C'est une triste réalité, un constat qui est fait cette semaine par un ancien directeur de l'enseignement scolaire. Interrogé dans Ouest France, Jean-Paul Delahaye n'est pas tendre avec le système actuel. Cet ancien numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale estime que l'école n'est pas faite pour les pauvres. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'il vient de publier aux éditions Le Bord de l'eau. Il explique que si l'école ne creuse pas les inégalités, elle porte sa part de responsabilité dans leur maintien à un niveau insupportable. Et il s'appuie pour ça sur un chiffre. 30%, c'est le nombre d'élèves issus massivement, selon lui, des milieux populaires, des élèves qui seraient en grande difficulté scolaire. Dans plusieurs lycées du pays, enseignants et parents se mobilisent toujours contre le manque de moyens. Et c'est le cas notamment au lycée de Gaillac, dans le Tarn, où 4 postes doivent être supprimés à la rentrée prochaine. Christophe Frediani est professeur de mathématiques et représente la SNES. Il expliquait à nos confrères de France Info que si ces suppressions de postes sont confirmées, il pourrait passer de 28 élèves en terminale cette année à 37 l'année prochaine. Avis aux collégiens et aux lycéens, la prochaine nuit de l'orientation aura lieu le 25 février. Initialement prévue le 28 janvier, elle aura finalement lieu le 25 février, donc de 17h à 21h au jeu de Paume à Blois. Plus de 3000 collégiens et lycéens sont attendus, accompagnés de leurs familles. L'occasion de découvrir le monde de l'entreprise et ses métiers. L'événement est gratuit et ouvert à tous. On termine avec une étude américaine réalisée par le magazine Slate qui s'est intéressée aux cours d'éducation sexuelle à l'école. Une étude qui établit pour la première fois un lien entre ces cours et le taux de grossesse chez les adolescentes. Un taux qui serait en forte baisse dans les régions américaines proposant ces formations. Des régions qui ont reçu les fonds nécessaires pour ajouter ces cours au programme de classe équivalente à la 3e ou à la 2e chez nous. Merci Mickaël. Plus de notes à l'école, c'est l'éternelle rengaine. Certains élèves, évidemment, en rêvent. Et si c'était une bonne idée, on en débat tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, j'accueille en plateau Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du SNALC, oui, qui est un syndicat de tous les personnels de l'éducation nationale. Vous êtes professeur de français, c'est ça? C'est ça, en lycée. Au lycée première? En première, oui. Et dans le 92? Dans le 92 à Asnières-sur-Seine. Parfait. Et j'accueille également Philippe Mérieux. Bonjour Philippe, est-ce que vous êtes avec nous? Ravi. Oui. Ravi de vous recevoir également dans le Grand JT de l'éducation. Vous êtes chercheur, essayiste, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Et c'est à vous que je vais m'adresser tout de suite puisque j'aimerais comprendre, revenir finalement au commencement, d'où viennent les notes et pourquoi on a inventé le principe de la note. Alors ça, c'est un vieux principe. Les notes telles que nous les connaissons, les notes sur 20 sont relativement récentes, mais l'idée d'évaluer le travail des élèves dans le cadre de l'école ou plus largement dans le cadre de n'importe quel apprentissage est très ancienne. Ce qui est beaucoup plus récent, c'est le fait de considérer que la note est le meilleur moyen d'évaluer l'apprentissage. Ça, c'est relativement récent et c'est, me semble-t-il, un des grands problèmes que nous vivons aujourd'hui à l'école. Alors pourquoi un problème selon vous? Parce qu'une note suggère à la limite une sanction? Non, c'est un problème d'abord parce que tous les travaux de docimologie dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il y a extrêmement peu de fiabilité sur la question de la note. Il faudrait un nombre considérable de correcteurs pour obtenir une note entre guillemets objective, y compris dans des disciplines comme les mathématiques, les sciences physiques ou la biologie. Ne parlons pas
discipline comme le français, la philosophie ou l'histoire-géographie. Au sein même d'un correcteur, nous savons aujourd'hui que la place de la copie dans le paquet, selon qu'elle est au début ou à la fin, selon qu'elle suit une copie qui a été meilleure ou moins bonne, selon qu'on connaît ou pas l'élève et que l'on a une représentation ou pas de lui, on sait que cette note peut varier d'une manière extrêmement importante. Alors vous avez donné plein de... Pardon Philippe Mérieux de vous couper, mais vous avez donné plein d'éléments essentiels. On va revenir sur chacun des éléments justement et pouvoir en débattre ici en plateau tous ensemble et notamment avec Jérémy Girard. Car d'abord je voudrais revenir sur le principe tout simplement de cette notion qui revient tout le temps dans le débat de la note, c'est le défaut d'estime de soi, la note comme source de stress pour beaucoup d'élèves. Est-ce que vous l'avez, vécu au sein de votre classe, par exemple, de première, Jérémy Girard ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que le problème d'estime de soi qui peut exister, ou le sentiment d'échec, ou la réalité d'ailleurs de l'échec, parce qu'on peut avoir un sentiment d'échec, mais on peut effectivement être concrètement en difficulté, il vient de plus en soi de la difficulté scolaire que de son évaluation, qu'elle soit objective ou qu'elle puisse être discutée. Pour le dire plus simplement, ce qui va faire que l'élève ne se sent pas bien, c'est qu'il est en échec. C'est pas spécifiquement qu'il a une mauvaise note. On pourrait changer la note par un autre système, par des couleurs, des compétences, tout ce qu'on voudra. Si on met par exemple les lettres, les fameuses A, B, C, D, E, F qui ont existé aussi, je me rappelle, de l'avoir lu, effectivement, notamment après mai 68, où on a décidé de revenir finalement à la notation par les lettres. Vous voulez dire que ça ne changerait rien selon vous ? Ça n'avait d'ailleurs rien changé à l'époque, puisque A, B, C, D, E, F, en fait, ce sont des notes. Et d'ailleurs, on a créé les A+, les B-, pour quelque part revenir sur à peu près la même échelle que sur une échelle de 0 à 20. D'autres pays font des pourcentages, qui sont en fait des notes sur 100. Et même quand on est dans des formes d'évaluation par compétence, finalement, ce qu'on évalue, on l'évalue avec des niveaux de maîtrise qui reviennent techniquement à faire, une fois encore, des échelles graduées de 1 à 4, etc. Donc, on a de toute façon besoin d'un système d'évaluation dans l'éducation. On a absolument besoin d'évaluer les élèves et de rendre compte du travail, non seulement aux enfants, mais également aux familles qui suivent leurs enfants et qui veulent savoir un petit peu où ils en sont. C'est extrêmement important. La note a un avantage que d'autres systèmes n'ont pas, c'est qu'elle est relativement claire et compréhensible par tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, et il y a besoin d'autre chose que des notes, mais tout le monde c'est à peu près ce que c'est. Quand vous voulez dire clair et compréhensible, ça veut dire que vous savez que, effectivement, c'est une note, c'est 12 ou 18. Donc pour vous, c'est précis en termes mathématiques, mais c'est pas clair forcément sur le type de compétences. C'est ça le problème. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que les enseignants, moi le premier, on ne se contente pas de mettre une note sur une copie. On va faire des commentaires, on va faire une correction de la copie, on va apporter des annotations, on va expliquer les points d'amélioration, les points qui vont bien, les points qui ne vont pas bien. Parfois, l'évaluation, c'est en fait pas juste l'échelle et le fait de poser à un endroit de l'échelle. C'est également d'accompagner ce constat-là avec des conseils, avec des recommandations. Monsieur Mérieux, vous êtes d'accord, Philippe Mérieux, avec ce que vient de dire Jérémy Girard ? Oui, d'accord sur le fait que la note n'est pas le seul outil d'évaluation. C'est quand même un outil d'évaluation qui est loin d'être neutre. On pourrait faire état ici des très nombreuses recherches autour de ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Vous savez, la courbe de Gauss, c'est la courbe en cloche, c'est la courbe qui ressemble au chapeau de Napoléon. Et on sait aujourd'hui qu'on peut prendre n'importe quelle classe, constituée de manière aléatoire, n'importe comment, en assez peu de temps, par le système de notes, les élèves vont se répartir en un tiers au-dessous de 8, un tiers entre 8 et 12 et un tiers entre 12 et 16, parce qu'il y a une espèce d'aspiration par ce modèle que l'on dit normal, qui fait que globalement, mystérieusement ou pas mystérieusement, moi je pense que ce n'est pas mystérieux, on va avoir un tiers de débiles, un tiers de médiocres et un tiers d'élite. Ça, c'est un des défauts majeurs. Alors c'est très important ce que vous dites. Attendez, je reviens dessus parce que c'est même André Antibi qui a parlé de constante macabre d'ailleurs à ce sujet. Donc c'est très important ce que vous dites parce que vous parlez, bon évidemment vous grossissez le trait en disant débile, etc. et très bon. Enfin j'espère que c'est en grossissant le trait, mais que vous le faites exprès parce que ce que vous voulez dire par là, c'est qu'en fait, finalement, c'est institutionnalisé chez les professeurs, c'est-à-dire que de toute évidence, pour chacun d'entre eux, et vous allez réagir évidemment, Jérémy Girard, mais pour chacun d'entre eux, vous voulez dire que, on se doit, c'est ça, finalement, d'avoir un petit tiers très bon, un gros tiers de moyen et un petit tiers aussi. Je n'incrimine pas spécifiquement les professeurs. Les parents sont exactement sur le même registre.
Vous êtes parent, votre fils ou votre fille arrive avec une note, il vous dit j'ai eu 15 en mathématiques, bravo. La deuxième question qu'on lui pose, c'est les autres, ils ont eu combien? Et si l'élève répond tout le monde a eu 15, eh bien, le père, la mère va plutôt suspecter la compétence du professeur que de louer la réussite de tous les élèves. Parce qu'il y a cette idée qui est implicite dans la note, c'est que les bonnes notes n'ont de sens et de valeur que parce qu'il en existe de mauvaises. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est un préjugé tenace et que ce préjugé tenace n'est pas simplement le fait des enseignants, il est plus global dans la société, il tient à cette hégémonie de la courbe de Gauss que l'on retrouve d'ailleurs dans énormément de domaines et pas simplement dans le domaine éducatif. Vous réagissez à cela, Jean-Rémy Girard? Oui, alors, je crois que c'est un petit peu caricatural quand même cette histoire de courbe de Gauss. Moi, j'ai déjà connu des classes où j'avais des moyennes à 15 et des classes où j'avais des moyennes à 7. Et sur des critères d'évaluation qui étaient les mêmes. Ce qui est important, c'est effectivement d'essayer d'avoir des critères d'évaluation qui soient bien pensés en amont. C'est ça aussi qui permet d'éviter ce type de phénomène. C'est pas interdit que tout le monde réussisse dans une classe. Nous, on attend que ça, que tout le monde réussisse. On serait ravis. Si tout le monde réussissait dans toutes les classes, ce serait plutôt même très agréable. Mais on a d'une part effectivement le fait que l'on s'habitue entre guillemets à l'établissement ou à l'école où l'on se trouve et que on va peut-être à un moment s'adapter à notre public. Je pense qu'on note pas de la même façon dans mon lycée que dans un grand lycée parisien. C'est très probable. Mais on noterait dans mon lycée comme dans un grand lycée parisien, ça poserait de gros problèmes dans mon lycée. Mais pourquoi? Attendez, excusez-moi, je comprends pas pourquoi. Parce que on n'a pas les mêmes élèves, très clairement, qui sont pas forcément avec les mêmes facilités ou les mêmes difficultés de ce point de vue-là. C'est-à-dire, si moi, à un moment, je me retrouve à mettre 5 de moyenne à toute ma classe toute l'année, en disant les critères objectifs, ils sont là, et vous ne les atteignez pas, vous n'atteignez pas les attendus du programme, ça va être très très compliqué d'enseigner. Et les relations avec les familles vont être extrêmement compliquées aussi. Du coup, se pose vraiment véritablement la question de la note, dans la mesure où, en fait, vous imaginez bien que pour deux lycées qui seraient possiblement côte à côte, effectivement, et qui n'auraient pas du tout le même niveau, si on met 15 à un élève et qui équivaut à un 10 ailleurs et qu'on a 8 de l'autre côté, par exemple au bac ou sur le dossier qui suit après pour les études supérieures, ça va poser nécessairement un problème. Bien sûr, parce que cette note n'est pas objective. Le problème, c'est que c'est impossible d'être objectif. On est de l'humain travaillant avec de l'humain. L'objectivité, c'est peut-être un but, j'allais dire, une sorte d'idéal. C'est impossible. On n'y arrivera pas. On n'est pas des robots et on n'enseigne pas à des robots non plus. Mais il faut se rendre compte qu'à un moment, la note, en fait, on lui demande beaucoup de choses à la fois. On lui demande d'être un outil pédagogique, on lui demande d'être effectivement une sorte de référentiel, on lui demande d'être un outil d'orientation et d'affectation. Et à partir du moment où on lui demande trop de choses, à un moment, on est obligé de bidouiller les notes et ça se fait extrêmement couramment. En fin de troisième, pour que les élèves passent en seconde professionnelle, où une grande partie de la question pour savoir s'ils vont avoir la filière qu'ils veulent, c'est de savoir s'ils ont suffisamment de points dans le logiciel, à un moment, ça arrive de décaler vers la droite la croix pour en arriver à ce que l'élève passe. Mais ça, c'est pas que la note. Les évaluations par compétences, ça marche exactement de la même manière. Tout système d'évaluation, de toute façon, va fonctionner comme ça. Oui, je comprends, mais c'est vrai qu'à vous écouter, je comprends la difficulté pour vous, mais c'est vrai qu'à vous écouter, forcément, on se pose la question de cette fameuse note qui doit survivre ou non dans le système actuel, forcément. On se demande effectivement est-ce que ça a un vrai intérêt? Alors, on l'a supprimé quasiment totalement à l'école primaire, la note. Il n'y a plus de notes 0 sur 20, même sur 10 à l'école primaire. Aujourd'hui, on est sur des systèmes d'évaluation par compétences à l'école primaire. On constate exactement les mêmes choses, en fait. C'est exactement pareil. Les élèves, quand ils ont des points rouges et des points jaunes et des points verts, ils additionnent leurs points verts, leurs points rouges et leurs points jaunes. Et finalement, au lieu de demander « t'as eu 15 et combien ont eu les autres », c'est « t'as eu un point vert, mais combien ont eu un point vert ». Philippe Mérieux, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas un système de motivation aussi d'avoir peut-être davantage de points verts et de points rouges plutôt qu'avoir un 14 ou un 18? Donc je crois que la question, c'est moins la note que les différentes fonctions de l'évaluation. Comme l'a dit mon collègue, l'évaluation remplit plusieurs fonctions. Elle a une fonction pédagogique. Elle doit aider l'élève à progresser, c'est sa fonction principale. Elle a une fonction de classement. Elle permet d'identifier le niveau et de vérifier si on peut passer en classe supérieure ou obtenir un examen.
mais cette fonction-là se télescope trop avec la fonction pédagogique et on les mélange, à mon avis, et ça n'est pas dans l'intérêt des élèves. Moi, ce que je crois important, c'est de revaloriser d'abord la fonction pédagogique de la note. Moi, j'ai toujours pratiqué en tant qu'enseignant, d'ailleurs aussi bien à l'école primaire quand j'étais instituteur qu'à l'université, j'ai toujours pratiqué la double notation. C'est-à-dire, un élève me rendait un devoir, je lui mettais une indication de note. Alors, ça pouvait être une note sur 20, une note sur 10, ça pouvait être une couleur, peu importe, tout dépendait de l'institution dans laquelle je me trouvais. Je lui mettais une première annotation, puis je lui donnais un certain nombre de conseils. Voilà, des conseils pour améliorer sa performance. Et je lui demandais de reprendre son travail. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un progrès de l'élève. Un élève qui bâcle son travail, à qui on met 4 sur 20, il repart, bon, on l'a payé. C'est une pédagogie bancaire, comme disait Paulo Freire, le pédagogue brésilien. L'élève bâcle, on lui paye d'une mauvaise note, et puis chacun s'en va, tout le monde est content ou tout le monde est mécontent. En tout cas, il n'y a pas de progrès. Pour moi, l'évaluation à l'école, et l'évaluation pédagogique, elle n'est pas faite pour savoir si on est meilleur ou moins bon que les autres. Elle est faite pour devenir meilleur que soi-même. C'est-à-dire pour progresser, et pour progresser en étant de plus en plus exigeant avec soi-même dans le travail que l'on rend. C'est ça, pour moi, la fonction pédagogique de la note et sa fonction primordiale. C'est ce qui fait progresser l'élève. Après qu'il y ait une fonction institutionnelle de la note, on peut en discuter, on peut discuter des systèmes plus ou moins objectifs, mais cette fonction institutionnelle me paraît seconde si la fonction pédagogique est, elle, à mes yeux, tout à fait première. En tout cas, je le vis personnellement, puisque mon fils, effectivement, a ces fameuses notes, et il doit refaire, si jamais il n'a pas été jusqu'au bout, Mickaël Dorian aussi, doit refaire son exercice jusqu'au bout pour justement comprendre. Et c'est la pédagogie dont vous parlez, Philippe Mérieux. Comment expliquer que certains candidats souhaitent supprimer le contrôle continu? Parce que le contrôle continu, on en a beaucoup parlé, vous savez, récemment avec la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer. Donc ça a permis effectivement de ne pas avoir ce fameux temps du jour J où les élèves étaient extrêmement stressés. Pour certains, n'arrivaient pas à être bons au moment de ce fameux examen. Et donc il y a eu ce contrôle continu qui a été mis en place. Et maintenant, on revient à cette suppression du contrôle continu. Qu'en pensez, Jérémy Girard? Nous, et moi, le premier d'ailleurs qui suis en lycée là-dessus, et donc qui vit la réforme du lycée, nous, ce qu'on constate chez beaucoup d'élèves, c'est que le contrôle continu, en fait, ça implique aussi le stress continu. Mais par rapport à ce que Philippe Mérieux disait, le problème, c'est que là, la fonction pédagogique de la note est systématiquement en même temps que la fonction d'évaluation, puisque au lieu d'avoir un bac où vous avez une épreuve un jour J, anonyme, terminale, nationale, et où, alors vous la réussissez pas, mais effectivement, c'est juste une fonction de certification, là, toutes vos notes, toutes vos évaluations sont des évaluations du bac. Et certains élèves, effectivement, le vivent très mal, ce genre de choses-là, parce que ça devient très compliqué pour eux, et ça devient ensuite très compliqué pour nous. Parce que beaucoup de parents qui sont très attachés, évidemment, à la scolarité et à la réussite de leurs enfants, on les comprend, eh bien, vont avoir de plus en plus tendance à remettre en cause l'évaluation, à dire cette note est trop basse, parce qu'eux, ils veulent que leur enfant ait le bac, que leur enfant ait la bonne orientation. On les comprend aussi, mais cette remise en cause en fait de notre expertise, et ça c'est très très dangereux. Oui, notre système de notation est peut-être pas parfait. Oui, peut-être que si la copie est la 3e dans le paquet ou la 27e, là je vais mettre 13 et là je vais mettre 14, certes. Mais si on remet en cause notre professionnalité systématiquement, c'est vraiment tout le système scolaire qui s'effondre en fait à l'arrivée, parce qu'on ne nous fait plus confiance, on ne fait plus confiance au fait que les enseignants sont des experts de ce qu'ils font, et à l'arrivée, ça devient une sorte de foire d'empoigne entre les familles, les élèves et les profs. Alors, j'ai l'impression que vous le vivez, effectivement, c'est assez dur pour vous, mais est-ce que c'est vraiment un problème de confiance des parents par rapport aux profs, ou c'est simplement un problème de stress, finalement, des parents qui veulent juste que leurs enfants aient leur bac, et qu'ils étaient tellement habitués au jour J en question, et pas ce fameux contrôle continu, que donc du coup, ils sont perdus. Ils ont juste, dans cette expectative, toujours de la meilleure note pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors, on n'a pas qu'un seul modèle de parents. On en a qui, effectivement, vont être très stressés pour leurs enfants, et parfois qui vont revivre leur propre scolarité d'ailleurs au travers de leurs enfants, et ça c'est très très compliqué. Ça c'est très compliqué à gérer parfois pour nous. Voilà. On en a certains qui sont extrêmement agressifs. Les parents ont pris de plus en plus de place dans le système scolaire. On le voit très clairement. Avec la réforme du bac ? Pas qu'avec la réforme du bac, on le voit d'ailleurs beaucoup plus à l'école primaire, et j'allais dire que ça monte en puissance au fur et à mesure. Parce que, d'une part, on les a laissés, alors quand je dis c'est pas négatif en soi, on les a de plus en plus
consulter, laisser rentrer dans les instances des établissements pour avoir les avis de ce qu'on appelle les usagers de la communauté éducative. Mais on en vient assez souvent, nous, à se retrouver en conflit avec les parents, avec notre hiérarchie qui est en train d'essayer de trancher le conflit. Et ça, c'est très compliqué. C'est un peu ce qu'on voit dans la société aujourd'hui actuelle, c'est que tout le monde a un avis sur tout. Hein. C'est un peu le problème d'Instagram, Tinder. Pardon, c'est pas Tinder du tout. C'est Twitter, pardon. On peut avoir un avis sur Tinder aussi. On peut avoir un avis aussi. Et autres. C'est sûr que, effectivement, chacun. Est-ce que vous le ressentez aussi, Philippe Mérieux, de votre côté, les parents qui prennent justement cette place très importante? Oui, sans aucun doute. Je partage totalement l'avis de mon collègue sur le contrôle continu. C'est un faux contrôle continu. En plus, c'est un examen continu. C'est un examen continu qui est générateur à la fois de stress, d'ambiguïté pédagogique et une multitude d'inconvénients. Et je crois que les collègues qui enseignent au lycée aujourd'hui le vivent très très mal et les élèves aussi. Mais pour revenir à cette distinction entre l'évaluation institutionnelle et l'évaluation pédagogique, je pense que on n'est pas condamné à avoir une évaluation institutionnelle sous forme de notes. Parce que quand même, au pays de Descartes, penser que au baccalauréat, même avec le jeu des coefficients, un 15 en physique peut rattraper un 8 en français, ça n'est pas d'une cohérence absolue. Ah non, c'est même très très problématique en termes d'exigence intellectuelle. C'est la raison pour laquelle moi je défends un système qui serait un système qui ressemblerait à des unités de valeur, comme on a pu le mettre en place un temps à l'université ou dans la formation continue, c'est-à-dire qu'il faudrait que chaque élève atteigne un niveau requis en produisant un document ou en passant une épreuve, un oral, ou présentant un exposé ou que sais-je encore, dans chacune des disciplines, sans qu'il y ait compensation entre une discipline et une autre. Cette compensation d'une discipline à une autre me semble développer une pensée stratégique extrêmement médiocre. On va sacrifier une matière, en privilégier une autre, miser sur le fait qu'on aura 15 ici et donc on peut avoir 4 là et que donc on prendra telle discipline en plus. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'exigence intellectuelle. L'exigence intellectuelle, ce serait qu'il y a 10 unités de valeur pour avoir le baccalauréat. Il faut obtenir chacune des unités de valeur. Il n'y a pas de compensation entre elles. Et on les passe d'une manière exigeante, chacune d'entre elles. C'est ça, il faudrait avoir une moyenne générale dans chacune des valeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Philippe Mérieux? Non, je parle de moyenne générale. Ah, d'accord. Une épreuve, un oral, etc. Je crois que c'est ce que Philippe Mérieux envisageait. Oui. En soi, pourquoi pas l'idée, ça revient sur la question de la note, parce que les notes du bac, comme toutes les autres notes, sont des notes qui sont beaucoup travaillées par l'institution. Et quand je dis travailler, j'entends remonter également. Donc on peut toujours dire qu'on va avoir les plus grandes exigences du monde au baccalauréat. Nous, on le souhaite. Au SNALC, c'est un des éléments qui fondent notre syndicat. À l'arrivée, on sait très bien que l'institution a des objectifs de réussite, a des objectifs de taux de réussite du bac, et que si à un moment on met en place un bac qui n'a plus 80% de réussite, mais 40% de réussite parce qu'il est très exigeant et que les élèves n'ont pas forcément obtenu toutes leurs unités de valeur, on sait très bien que l'institution va faire en sorte de remonter tout ça pour que de 40%, on repasse à 80%. Mais attends, oui, mais ce sont deux choses différentes. Là, on parle de niveau général des élèves, on ne parle pas de la notation, parce que là, si c'est 80%, 40%, c'est par rapport à un niveau général. Mais c'est ça qui est important. Ou pas noté. Oui. Mais c'est très important dans le débat, là. Non, mais ce qui est important là-dedans, c'est de se rendre compte que la note qui est censée rendre compte du niveau, c'est même son principe de base. Une note, c'est un niveau. A priori, en tout cas, c'est justement le débat qui nous anime. Ça. Elle est censée rendre compte d'un niveau, quoi qu'on en fasse ensuite, un côté pédagogique, institutionnel, mais elle est censée rendre compte d'un niveau. La note, on voudrait absolument qu'elle soit objective, et c'est très difficile qu'elle le soit, d'une part, et d'autre part, la note est de toute façon, je vous dis, rebidouillée par l'institution pour faire en sorte d'avoir que les objectifs qu'elle s'est fixés, de toute façon, arrive. Aujourd'hui, on voit les notes du bac que l'on a actuellement. Nos élèves ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'on soit bien d'accord, ceux qui sont au lycée. Mais on voit que le taux de réussite au bac a augmenté, que les mentions ont explosé. Ce n'est pas parce que les mentions très bien ont explosé que les notes du bac en elles-mêmes sont meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, que ça veut dire que les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs qu'il y a 20 ans. Et puis les chiffres montrent qu'il y a un gros problème en maths en français. Tous les candidats à l'élection présidentielle en parlent. Enfin, on sait que le niveau scolaire a quand même baissé. Mickaël Dorian.
Oui, mais comment est-ce que justement une note peut fixer aujourd'hui un niveau national alors que justement vous étiez en train de nous dire tout à l'heure qu'il y avait un jeu des notes qui se faisait d'un lycée à un autre et que on pouvait finalement, enfin un 14 de moyenne dans un lycée ne valait pas le 14 d'un autre lycée. Ça pose quand même un problème et ça pose notamment un problème sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur le contrôle continu. Oui. Et sur la responsabilité que vous avez, vous, en tant que prof. Bien sûr, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut, j'allais dire, laisser les enseignants faire leur pédagogie, mettre des notes ou avoir un autre système s'ils en ont envie. Nous, on n'est pas des ayatollahs de la note en soi. Il y a d'autres enseignants qui travaillent avec d'autres systèmes. S'ils en ont envie, si ça marche, pourquoi pas. Mais avoir, entre guillemets, à côté, un système institutionnel qui, lui, a quand même plutôt tendance à reposer sur des notes, parce que c'est quand même la façon la plus simple de le faire reposer, et qui soit le plus proche de quelque chose d'objectif. De ce point de vue-là, une épreuve du bac, quand c'est tout le monde qui passe le même sujet et qui a des critères de correction, un petit système d'harmonisation pour essayer de faire en sorte que quelqu'un qui a eu tel paquet de copies et quelqu'un qui a eu tel autre, à un moment, on s'y retrouve quand même, c'est pas si mal. On n'y arrivera pas, de toute façon, à faire en sorte que l'élève ait exactement la note qu'il doit avoir dans 100% des cas. Mais dès qu'on met en place du contrôle continu, on le sait très bien, dans la voie professionnelle, c'est fait depuis beaucoup plus longtemps que dans le lycée général et technologique, on le sait très bien, il y a toujours ensuite des systèmes de bidouillage, d'amélioration, et qui vont toujours vers une tendance de monter les notes. Contrôle continu égale les notes montent. Philippe Mérieux, vous êtes d'accord avec ça, le système de bidouillage ? Oui, effectivement, l'institution va modifier les notes. On sait bien qu'il y a des jurys, on sait bien qu'il y a des systèmes qui permettent de rectifier telle ou telle moyenne. Ce que je veux dire, c'est que contrairement, et là je ne serai pas du tout d'accord avec mon collègue, je crois que le système des notes n'est ni le plus simple ni le plus juste. Le plus simple et le plus juste, ce serait que pour chacune des disciplines du baccalauréat, les élèves aient à produire un travail sur lequel on est à formuler simplement si c'est réussi ou si c'est échoué. Si c'est réussi, il est validé. S'il est validé, eh bien, à partir de là, il a une unité de valeur. Il doit en passer d'autres pour avoir l'ensemble des unités de valeur nécessaires. Mais on arrête de faire des moyennes, on arrête de mettre des notes avec des virgules 5 qui ne signifient strictement rien et dont on sait que là, on frise l'absurdité complète. On est dans un registre où on se donne les moyens de permettre à chaque élève de produire quelque chose, d'atteindre un niveau que l'on valide. On le valide et à partir du moment où il est validé, si l'ensemble des disciplines sont validées, eh bien, on a atteint le niveau. C'est simple, c'est clair, il n'y a aucun bidouillage possible derrière. Et c'est institutionnellement parfaitement faisable. Non, mais quand je vous entends, Philippe Mérieux, effectivement, ça paraît extrêmement clair, ça paraît limpide. Mais alors, comment on définit ce fameux niveau ? Vous m'avez devancé. Comment on fait ? Oui, parce que moi aussi, je suis tout à fait d'accord pour dire c'est ce niveau-là qui doit être atteint, mais c'est très compliqué de dire le niveau, il est là, sur une prestation orale, aller dire c'est bon, le niveau est atteint, le niveau n'est pas atteint, enfin une sorte d'évaluation binaire en forme de barrière de péage, c'est pas du tout simple à définir. On le voit aussi dans les systèmes d'évaluation par compétences qui peuvent avoir cette tendance de simplification. Effectivement, parfois les virgules 5, c'est peut-être beaucoup. Mais en même temps, ça correspond parfois au barème, donc on applique le barème et à l'arrivée, ça fait 14,5, ça fait 14,5. En fait, ce système-là a tendance à, surévaluer les éléments réussis par rapport aux éléments échoués. C'est-à-dire que on trouve toujours des choses réussies quand on fait des évaluations critérées avec vous avez réussi à faire la bonne taille de texte, vous avez réussi à faire des phrases qui se finissent par des points. Vous-même disiez tout à l'heure que de toute façon, les notes étaient toujours à la hausse. Donc finalement, c'est pareil. Quand on contrôle continu, parce qu'en fait, on fait pression sur nous. Ouais. Moi, à un moment, moment, la même chose. Moi, on ne ferait pas pression sur moi. Je n'évaluerais probablement pas tout à fait de la même manière. Sauf que là, je suis dans un système où les élèves, par exemple, choisissent des spécialités, vont en abandonner une en fin de première sur les 3. Si moi j'arrive en disant, excusez-moi, là ça se passe pas très bien, effectivement la moyenne c'est 8, les élèves à la fin ils font, hop, on va continuer en histoire-géographie. Voilà, on est dans un système concurrentiel aujourd'hui entre nos disciplines au lycée, et la note est l'un des critères qui permet d'établir effectivement le rapport d'offre et de demande. Justement, dernière question pour vous, Philippe Mérieux. Est-ce qu'on peut poser cette question ? Est-ce que l'école est faite pour former ou pour trier finalement ? Est-ce que les notes...
Non, l'école est évidemment faite pour former, pas simplement former des élèves bons en mathématiques, en français, en histoire, en langue vivante, mais des élèves qui soient des citoyens, capables de pensée critique, capables d'un regard lucide sur le monde, capables de résister à toutes les formes d'emprise, à toutes les théories du complot, à toutes les fake news, etc. Des élèves curieux d'esprit. Voilà. Or, tout cela, je crains que la note ne permette pas véritablement de l'évaluer. Je crois que tous les systèmes quantitatifs, quels qu'ils soient, réduisent le réel à ce qu'ils savent mesurer. Et autant dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, que dans tous les autres domaines de la vie, je pense qu'il faut déchiffrer, en 2 mots, notre réalité sociale, cette hégémonie du chiffre, cette hégémonie du quantitatif qui gère tous nos systèmes est une hégémonie qui fait évidemment le bonheur de tous les réseaux sociaux, qui fait le bonheur de tous ceux et de toutes celles qui nous appellent chaque instant à noter. Hein. Vous observerez que si vous allez dans n'importe quel magasin, vous recevez un mail pour vous demander de noter le vendeur dans la seconde qui suit. Cette inflation du quantitatif et de la note fait perdre la vraie valeur des choses et envoie les élèves sur une route qui est celle de la stratégie dans la débrouillardise plutôt que de l'exigence dans la qualité. Bon, mais merci en tout cas à tous les deux d'avoir fait avancer le débat, cet éternel débat de la notation. Je rappelle, Philippe Mérieux, que vous êtes chercheur, essayiste et spécialiste des sciences, de l'éducation et de la pédagogie. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Rémy Girard, merci également d'avoir été avec nous. Vous êtes président du SNALC, le syndicat de tous les personnels de l'éducation nationale. Restez avec nous. Dans un instant, on s'intéressera à l'association Studelp qui vient en aide aux étudiants précaires. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT avec encore une nouvelle initiative menée par Florian Ripper. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Studelp. Alors Studelp, un anglicisme encore, mais pourquoi pas en français déjà? C'est Studelp, du coup, c'est une association qu'on a créée pendant le confinement en mars 2021, qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité alimentaire dans toute la France et notamment pour les étudiants internationaux, d'où l'anglicisme sur le nom de l'association. Pour vous expliquer le lancement. Ça a été créé il y a combien de temps? Il y a un petit peu plus de 10 mois. Donc suite au Covid, j'imagine. À la pandémie, on a vu des tonnes d'étudiants. C'est exactement ça. Effectivement, le long de ces files d'attente interminables dans les points de distribution alimentaire. Parce qu'il y avait une précarité qui était terrible. C'est ça. Et du coup, c'est vrai moi, ayant travaillé dans une école de commerce et ayant été étudiant il y a 2-3 ans, on est 3 cofondateurs. On a tous les 3 été marqués du coup par cette situation-là, de voir les distributions alimentaires avec de nombreux étudiants. Et forcément, on ne pouvait pas rester insensible à tout ça. Et en fait, on s'est dit, on va créer un concept qui n'existait pas à l'époque, du coup, qui serait de mettre en relation ces étudiants qui sont dans le besoin avec des particuliers, qui vont les aider par des dons alimentaires. Par des dons alimentaires, il peut s'agir de paquets de pâtes, de produits d'hygiène, de boîtes de conserve, etc. C'est vraiment en fonction des besoins des étudiants et des capacités aussi de financement des donateurs. C'est l'argent que donnent les donateurs ou ce sont vraiment des achats? C'est ça. En fait, nous, en créant Studelp, le but aussi, c'est de créer du lien social entre l'étudiant et le donateur, du coup, et qu'ils puissent se rencontrer, faire les courses ensemble, que l'étudiant fasse une liste de produits qu'il a besoin en priorité, du coup, et qu'il puisse aller faire les courses avec oui, donc c'est pas anonyme, en fait. C'est qu'un donateur qui rencontre, Exactement. C'est un sorte de système de parrainage. Exactement, c'est ça. Un peu sous format mentorat, du coup, mais sauf que c'est sur des courses. Et le but, c'est vraiment de créer du lien, en fait, entre l'étudiant et le donateur, puisque pendant le confinement, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient les cours à distance, qui avaient leur famille qui était très loin, qui avaient aussi envie qui étaient en précarité, donc on appelle ça la précarité psychologique aussi, qui avaient envie de parler et de discuter aussi avec des gens. Donc ça a permis ça, et en fait, au lancement, ce qui devait être une initiative en local et uniquement en région parisienne, ça s'est tout de suite transformé en une initiative au national, puisqu'en fait, on a eu, en l'espace de même pas 2 heures de lancement de la plateforme, plus de 200-300 demandes d'étudiants et étudiantes qui venaient non pas uniquement de Paris du coup, mais de Marseille, de Lille, Toulouse, Lyon, Brest, etc. Donc on a été pris un peu de panique du coup sur le coup au démarrage. Oui, mais ça en dit long sur le drame que vivaient les étudiants. Exactement. Effectivement. Bon, depuis toujours, ça existe, mais en particulier à cette période-là, c'était très dur. Il y a une aide qui a été mise en place par le gouvernement, 150 €, je crois, qui a été délivrée, mais ça n'a pas suffi pour beaucoup, évidemment, et on le comprend. Comment vous trouvez les donateurs ? Alors c'est vrai que du coup, c'était un peu de l'action-réaction qu'on faisait au démarrage, puisqu'on avait des étudiants qui s'inscrivaient et étudiantes
qui venaient de Toulouse, Lille, Lyon, et nous, on n'avait pas forcément beaucoup de donateurs au démarrage, puisqu'on manquait de visibilité. Donc en fait, on allait en local sur des groupes Facebook, du coup, donc sur Marseille, les groupes Marseille Solidarité, Lille Solidarité, etc. On allait poster des messages en disant, bah voilà, on est telle association, on a X étudiants qui sont dans le besoin dans votre ville, est-ce que vous êtes prêts à les aider? Oui, non. Si vous êtes prêts à les aider, n'hésitez pas à vous inscrire. Le format du site internet, il est très simple, il y a un formulaire à remplir pour l'étudiant, un formulaire pour le donateur. Derrière, on leur transmet les coordonnées des étudiants et c'est à eux de les contacter soit par mail, soit par téléphone. Donc le concept est très simple et c'est pour ça qu'on a eu tout de suite énormément de donateurs. On est aujourd'hui un peu plus de 2000 donateurs dans toute la France. Mais après, du coup, il y a quand même un lien qui s'opère qui est très direct. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est génial et en même temps, peut-être que ça peut rebuter certains qui se disent qu'ils vont être après obligés d'un échange permanent et finalement... En fait, nous, et c'est pour ça qu'on est beaucoup en lien avec à la fois les étudiants, mais aussi les donateurs, qui ont forcément, il y a des donateurs qui aident 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qui n'ont plus forcément les moyens derrière pour pouvoir aider les étudiants. Donc, on met leur profil en stand-by, on envoie les coordonnées d'étudiants à d'autres donateurs, du coup, qui vont pouvoir les aider. D'autant qu'on sait que très souvent, les donateurs les plus démunis sont ceux qui donnent le plus. Et nous, on a été étonnés parce qu'en fait, au démarrage, les donateurs qu'on avait, c'était des étudiants qui aidaient d'autres étudiants, du coup. Donc on était hyper agréablement surpris. Mais ils savent ce que c'est et donc ils ont envie d'aider les autres, évidemment. Donc l'échange, comment ça se passe? Vous parliez de panier repas tout à l'heure. Donc c'est pas de l'argent que... Donc si par exemple vous êtes mon donateur, donc vous ne me donnez pas de l'argent, mais vous m'offrez quoi? Alors en fait, du coup, le contact se fait entre le donateur et l'étudiant. Le donateur va envoyer un mail ou un texto directement à l'étudiant, lui demander, écoute, voilà, je te contacte par le biais de telle association. J'ai vu que tu avais un besoin du coup alimentaire. En l'occurrence. Ouais, exactement. Voilà, ouais. J'ai vu que tu avais un besoin alimentaire. Est-ce que tu peux m'envoyer une liste de produits? L'étudiant va envoyer sa liste de produits, de fruits, légumes, des pâtes, des produits de première nécessité. Derrière, le donateur en fait va soit proposer à l'étudiant de se voir physiquement du coup et dire écoute, je te propose qu'on aille faire les courses ensemble, comme ça tu pourras choisir aussi les produits dont tu as besoin. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont un peu timides et qui n'osent pas demander du Nutella, de demander d'autres produits, des produits d'hygiène ou autres qui coûtent... Ou peut-être l'inverse, peut-être que d'autres, au contraire, n'hésitent pas à trop demander. Bah, c'est plus rare, mais du coup, c'est vrai que le contact entre l'étudiant et le donateur, il se fait... Nous, on privilégie le contact physique, du coup, et de se voir en présentiel. Après, on a des profils de directeurs com, market, de gens qui ont des boîtes, qui n'ont pas forcément le temps, du coup, d'aller faire des courses directement avec les étudiants et qui nous disent, je préfère lui faire des courses en ligne, je vais quand même l'appeler pour discuter un petit peu avec lui. Je vais lui faire des courses en ligne, lui transmettre un QR code, et il va aller récupérer son panier repas directement. Et vous n'avez pas des donateurs qui vous demandent à vous, à l'association, de faire l'intermédiaire parce qu'ils veulent, par exemple, ils veulent donner mais rester anonymes vis-à-vis de leurs étudiants? Au final, les donateurs sont anonymes en fait parce que du coup, on transmet le nom, prénom, adresse mail et nom de l'université de l'étudiant au donateur, mais pas l'inverse du coup. Ah oui, donc, pas l'inverse. ils ont simplement le mail ou le téléphone du donateur derrière. Ok. Le mail ou le téléphone, c'est déjà pas mal. C'est pas très privé Oui, c'est quand ça, même. c'est déjà pas mal. Mais On ne peut pas faire plus. Ouais, c'est sûr, mais à moins de son adresse, mais écoute, je donne mon canapé. C'est ça, mais venez dîner. Non, mais c'est facultatif. je plaisante, mais là, non, le contact est quand même très direct. Ouais, c'est ça. Après, c'est des personnes qui s'engagent et qui le savent dès le démarrage, en fait, du coup, qu'elles vont être mises en relation avec les étudiants et que les étudiants auront leurs coordonnées directement. Mais on peut, comme le dit Mickaël, justement, avoir un système où peut-être vous êtes intermédiaire et il y aurait une sorte de panier fixe, par exemple, évalué à 40 €, je dis n'importe quoi, qui permettrait de pouvoir fournir, par exemple, une dizaine d'étudiants, si on peut, sur l'année. Enfin... Ouais. On a cette possibilité-là, du coup, pour les particuliers, par exemple, qui habitent dans des villes où on n'a pas forcément d'étudiants qui sont dans le besoin ou en précarité alimentaire. Du coup, en fait, ils nous envoient une certaine somme et nous, on va faire directement les courses en ligne, directement dans un grand magasin et on fait les courses pour les étudiants. Et derrière, on transmet les coordonnées de l'étudiant au donateur qui a transmis de l'argent, du coup, pour qu'il puisse quand même discuter un petit peu avec lui. Parce que souvent, les gens font ça, certes, pour aider les étudiants en précarité alimentaire, mais ils le font aussi pour discuter avec eux, pour comprendre aussi leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui en précarité alimentaire. Peut-être qu'il y a des étudiants qui cherchent un stage, une alternance, un CDD, CDI. Alors justement, j'allais y venir au mentorat parce que vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Finalement, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter avec des entrepreneurs, des artisans, des gens qui ont monté leur société ou qui sont salariés dans des grosses structures pour pouvoir partager leurs expériences de vie. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé du coup le même concept qui est basé sur du mentorat et pour répondre à la non-employabilité des étudiants qui est Studwork, où en fait c'est le même principe que Studhelp, sauf qu'on met en relation des étudiants qui sont en recherche de stage, CDD, CDI, alternance ou job d'été, avec des professionnels du secteur qui vont les aider dans leur recherche
refaire leur CV, lettre de motivation, préparer les entretiens d'embauche, pouvoir aussi potentiellement donner accès à son réseau du coup à l'étudiant et le but c'est de donner c'est notamment pour les étudiants internationaux qui ont du mal à refaire leur CV en français, à préparer leur lettre de motivation. On a eu en fait nous sur Studelp énormément de demandes d'étudiants qui venaient nous voir instinctivement avec leur CV, avec leur lettre de motivation en nous disant l'école de commerce que je paye 15 000 € à l'année m'aide pas du tout pour refaire mon CV, ma lettre de motivation. J'ai vraiment personne pour m'aider, est-ce que vous pouvez le faire vous-même ? Du coup, on le faisait nous-mêmes, on est partenaire avec l'APEC, l'association pour les emplois cadres, qui propose ce type d'atelier, de webinaire, de one-to-one avec les étudiants pour les aider. Mais hormis ça, du coup, on faisait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a créé Studwork et ça a pris le même engouement que Studelp, puisqu'aujourd'hui, on a reçu en 2 semaines de création un peu plus de 450 demandes d'étudiants du coup, qui sont à la recherche d'un mentor. Mais c'est terrible parce que je rebondis sur le prix que vous venez de mentionner. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui payent une école 15 000 € l'année, mais qui ne peuvent pas manger chez eux le soir. Malheureusement, oui. Et nous, on a été extrêmement sollicités, notamment pendant le confinement. On recevait des appels d'étudiants qui nous disaient là, aujourd'hui, j'ai plus la possibilité ni de me payer mon loyer, ni de me payer un paquet de pâtes, et je me retrouve complètement à la rue. On a eu des étudiants qui étaient pas que l'université publique, qui étaient dans des écoles de commerce. On a eu le cas d'un étudiant qui était en MBA digital dans une très grande école, mais qui nous a appelé, qui nous a dit écoutez, là je suis dans le 13e arrondissement, je suis sous un pont, j'ai plus aucun moyen de subvenir à mes besoins, de me nourrir, ni même de me loger du coup. Et c'est vrai que nous, on les aide sur la partie alimentation, mais on a des contacts avec des associations, avec des mairies, etc., qui essayent de les aider, mais c'est quand même assez alarmant. Et autre chiffre effarant, et pour terminer là-dessus, beaucoup d'étudiants, 50%, ont déjà renoncé à des soins médicaux pour raisons financières. C'est aussi ce que vous vivez, ce que vous rencontrez ? Ouais, exactement. Et c'est et là où il y a un vrai problème, en fait, c'est qu'on se rend compte que les aides qui sont proposées, notamment par l'État, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas éligibles en fait à ces aides-là, du coup, étudiants nationaux. Et pourtant ils ont une carte vitale. Ouais, étudiants nationaux comme internationaux. Et on a déjà testé en fait sur nos distributions alimentaires avec des étudiants qui nous disaient je suis pas éligible à telle aide, je comprends pas pourquoi. Et on a fait le test avec eux en live parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils ont mal rempli certains champs, etc. Mais c'est malheureusement la triste réalité. Et nous sur Studelp, un peu plus de 50% des étudiants qui s'inscrivent sont des étudiants internationaux qui viennent d'Inde, du Sri Lanka, de Russie, de Londres, d'Afrique, donc, etc. faciliter effectivement l'administration, les Exactement. papiers et puis la mise en réseau. Merci beaucoup Florian Ripert d'avoir été avec nous. Merci et puis longue vie du coup à Studhelp. Merci beaucoup. Qu'on retrouve donc c'est studhelp.com .fr. .fr. Ah, vous avez fait en anglais mais en .fr quand même. Exactement. c'est vrai. Bon, on cherche des mentors, du coup, si vous êtes disponible et que vous avez 1 heure de votre temps en visio, avec grand plaisir pour vous. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est la chronique de Mickaël Dorian. Il a fait une belle découverte sur TikTok, vous allez voir. Alors Mickaël, la semaine dernière, vous nous avez parlé des dangers de TikTok chez les enfants et aujourd'hui, vous semblez réconcilié avec ce réseau social. Oui, Virginie, bien que les dangers dont je vous ai parlé la semaine dernière existent réellement, pour rappel, je vous expliquais que TikTok était le réseau social le plus néfaste pour le sommeil de nos enfants. Il est vrai aussi que tout n'est pas mauvais sur TikTok, que parfois on peut y faire de belles découvertes et que cette plateforme peut même s'avérer être une vraie ouverture culturelle sur le monde. La preuve avec ce chanteur qui, en l'espace de quelques semaines, est devenu à son insu une véritable star planétaire alors que lui-même ne connaît pas TikTok et surtout qu'il n'a même pas de téléphone portable. C'est pour vous dire. Ah bon, mais comment c'est possible ça ? Il s'appelle Jides Chalamanda, c'est son nom, il vit au Malawi, il a 92 ans et jusqu'ici la popularité de ce musicien aux 70 ans de carrière n'avait pas franchi les frontières de son pays, mais l'année dernière, Jid, accompagné d'une musicienne locale, a décidé d'enregistrer une version reggae de quelques-uns de ses succès. La vidéo publiée sur YouTube est rapidement devenue virale avec près de 7 millions de vues. Je vous propose, Virginie, de regarder un petit extrait. C'est bien, hein ?
Ah oui, j'adore. Ah oui, je trouve ça vachement bien. C'est un extrait de Lini Wu. C'est le titre de cette chanson dans laquelle il s'adresse à sa fille Lini pour lui dire à quel point il est fier d'elle. Les paroles sont en Chewa, c'est la langue locale, et cette chanson est devenue un véritable phénomène. Je vous le disais, la vidéo a été publiée sur YouTube l'année dernière et c'est fin 2021 qu'elle s'est retrouvée partagée sur TikTok. C'est à partir de ce moment-là que le morceau a fait le tour du monde et créé le buzz. Depuis, le nombre de personnes qui le partagent en créant des vidéos originales ne cesse de croître. Au total, ces vidéos ont déjà cumulé plus de 80 millions de vues. Je vous propose d'en regarder une petite sélection. amatengazaje kusesa bakomo pamaiva. Et moi, j'attends avec impatience votre version, Virginie. Mais je vais la faire, sur promis, TikTok, promis, mais si vous la faites aussi. Ok, on va faire ça à deux. Et donc, le principal intéressé, donc, justement, de cette notoriété soudaine, pour le moins inattendue, qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben, disons qu'il se laisse porter, bien qu'il ne comprenne pas vraiment ce qui lui arrive. Gide Chalamanda, qui vit à une vingtaine de kilomètres de Blantyre, la capitale économique du Malawi, a raconté à des journalistes de l'AFP que des jeunes venaient lui montrer les vidéos sur leur smartphone, mais que lui ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Il dit aussi qu'il aime que les gens s'amusent en écoutant ce qu'il fait. Alors, il y a quand même un petit quelque chose qui l'embête. C'est-à-dire ? Il aimerait que ça lui rapporte quelque chose. Il a raison quand même. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne prends pas position là-dessus. Et donc il dit qu'il est surpris que malgré la popularité de la chanson, il n'y a rien pour lui. Il ajoute qu'il est ravi de faire danser des gens dans le monde entier, mais qu'il aimerait quand même avoir un petit bénéfice pour lui. Alors lui, il peut quand même être rassuré, Gide, puisque le processus pour obtenir les royalties de sa chanson diffusée sur TikTok est en cours. La Société des auteurs du Malawi s'est même dit prête à l'aider. C'est juste que ça prend du temps et on peut comprendre qu'à 92 ans, il s'impatiente un petit peu, le monsieur. Merci beaucoup, Mickaël. C'est l'heure de Souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard qui reçoit le chef Norbert Tarrer. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Alors l'école que j'ai d'aujourd'hui, pour avoir 4 enfants, donc j'en ai 3 qui sont scolarisés, collège et école primaire, et le 4e est à la crèche. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça montre bien, ça stigmatise bien en fait l'actualité qu'on vit aujourd'hui, la politique, le monde, la France d'aujourd'hui. On est resté dans une école et un cursus scolaire qui est vraiment dépassé pour moi. Je pense qu'on n'est plus dans l'actualité. C'est-à-dire on n'est pas avant-gardiste, on devrait s'adapter. En fait, j'ai l'impression que l'école a été faite, là, actuellement, comme on la voit là, pour les parents, pour faire travailler les parents, un peu comme une garderie. Les gosses font 8 heures par jour. 8 heures d'école par jour de cours. On demande aux enfants de rester 4 heures assis sur une chaise le matin et 4 heures l'après-midi. Vous trouvez que c'est trop ? Mais vous vous rendez compte, après, il y a 2 heures de devoirs à la maison, à peu près. Et après, il y a 2 heures d'activité, du sport ou des choses. Les gosses font quasiment entre 12 heures et 14 heures. Pour des petits bonhommes, des petites nénettes comme ça, qui ont 8 ans et des 6 ans. Vous rentrez au cours préparatoire, CP. Et moi, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'il y a d'autres systèmes dans d'autres pays qui sont beaucoup plus intéressants. Mais par contre, qui vont demander et qui vont nécessiter aux parents de sacrifier un peu ou d'arrêter de travailler. Parce que dans d'autres pays, on peut aménager. Et on peut aménager l'emploi du temps. Là, je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais bien que mes filles, elles fassent, 8 heures, 14 heures. On arrête, elles font leur occupation. Vous avez que des filles ? J'ai 3 filles et un garçon. D'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien voir mes filles. Là, j'ai la grande qui est sous pression parce qu'en plus, avec le Covid, elles font des brevets. C'est un examen à l'année, je ne sais pas comment ils appellent ça. Là. En continu ? En continu. Elle est sous pression. Et en plus, c'est une très bonne élève. 15 de moyenne. C'est important pour vous, ça ? On souhaite déjà que les enfants ne fassent pas comme les parents. Je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas allé à l'école et je l'ai payé très cher quand j'ai ouvert mon premier restaurant, et mon deuxième d'ailleurs, avant de faire Top Chef. J'ai aucune instruction. Il ne faut pas confondre l'éducation, la culture et l'instruction. Et je pense que l'instruction, c'est détenu par l'école. L'éducation, c'est les parents. Et la culture, c'est les deux. C'est l'instruction et l'éducation avec les parents. C'est un éveil, c'est une prise de conscience. Et donc moi, j'étais pas du tout dans l'instruction. Et en fait, quand je suis arrivé dans le métier de chef d'entreprise, j'étais à la masse. Je savais pas compter, je savais pas faire une division. Il manquait les bases, quoi. Il manque les bases, et même les plus grosses bases, et même surtout la réflexion. Lire un document, pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on a du mal à se concentrer.
en fait, ça nous saoule, ça nous prend la tête de lire des paraphes, et en plus, des fois, dans certains paraphes, tu comprends pas juridiquement ce que ça veut dire. Bah, ça m'a coûté, et ça m'a coûté aussi de la rigueur intellectuelle, de la rigueur économique. C'est pas que j'ai mangé la grenouille, c'est pas que j'ai confondu les choses, c'est que, à un moment, il faut faire des calculs, il faut faire des ratios, et j'étais pas bon. Donc, Du coup, vous êtes un papa qui fait attention. Du coup, je dis à mes enfants de bien travailler. Je leur demande pas d'être les premières. Je leur dis juste, en fait, l'école, ça permet aux enfants de s'autogérer. Parce que lorsqu'on devient adulte, on s'autogère. Il n'y a plus personne, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman pour nous dire fais ceci, fais cela. Et je pense que c'est une formation à leur faire comprendre comment gérer leur emploi du temps, gérer leur vie, gérer leurs loisirs, gérer aussi leurs relations, parce que ça fricote un petit peu. Ah ouais, c'est 15 ans, tu verrais ma fille, elle a 15 ans, Gaïane, elle fait pas 15 ans, quoi, je suis désolé, elle est super belle. Les deux, en plus, et Lali, c'est pareil, Lali, alors les yeux bleus. Comment ? Vous appréhendez ? Non, j'apprends pas du tout. Alors j'ai une chose que je dis très peu, c'est que je suis un papa qui a de la pudeur. J'ai de la pudeur, mais j'ai pas de tabou. Et c'est pas parce que c'est mes filles, c'est pas parce que ce sont mes filles ou ça sera mon fils, je m'interdis rien de parler avec elles. Sexualité, préservatif, pilule du lendemain, pilule moins dosée, pilule légèrement dosée, tout. Protège-slip, serviette, tampon, ce que vous voulez, applicateur, sans applicateur. Je m'accorde rien et je mets de l'humour. C'est-à-dire que je mets pas mal à l'aise la personne. Ça met un peu mal à l'aise mes filles, mais en fait, au bout de 2 minutes, tu te détends parce que tu te dis, attends, le père, il est cool. C'est pas le discours lourdingue d'un père. Oui, alors les filles, ça y est, vous avez un peu de hop, et puis, ouh là là, c'est en fleurs, les papillons qui font. Non, je leur dis, bon, les filles, vous êtes super belles, je pense qu'il y a des garçons qui doivent vous tarauder un peu, ça doit chiner. S'il arrive quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de pilule, capote. Genre, je suis Aimé Jacquet, quoi. Tu vois, je suis un peu le Didier Deschamps du sexe, tu vois. Je fais, alors les gars, les filles, là, je dis, mais papa, arrête. Même ma compagne, Abby, qui me dit, ah, mais t'arrêtes maintenant, c'est bon. Je me rappelle un jour, on était à Dubaï, puis je vois mes filles qui étaient en maillot de bain et tout. Je dis, bon, les filles, on était au petit déjeuner à Dubaï. Hein. Je prends une banane, et là, je sors une capote. Je fais, les filles, cours de capote. Et là C'était le bon moment pour faire ça. Ouais, enfin, mes filles, elles sont levées de table, elles sont parties. Donc, j'étais tout seul avec ma banane et mon préservatif. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, je remballe. Et voilà. Après, c'est jamais évident, mais. En fait, c'est une famille avec de la communication. Ah, mais j'adore parler. Moi, dès que je vois ma fille qui est pas bien, une de mes filles qui n'est pas bien, je vais aller chercher tout de suite l'info. Il faut que j'aille chercher. Donc, il y en a une, c'est plus facile. La deuxième, elle est un peu plus dure. C'est une armure qu'elle a. Elle se livre pas. La troisième, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle veut pas. Voilà. Et le dernier, lui, me fait la misère, quoi. Ça se voit pas du tout, vous adorez parler. Ouais, c'est un petit bout de chou, et puis voilà, c'est un garçon. Donc non, je veux qu'elles travaillent, pas pour être les premières, pour qu'elles aient au moins cette éducation, cette formation à s'auto-gérer. Derrière ce qu'elles feront, moi je serais fier d'elles de toute façon. Je prends pas la simplicité, je veux pas leur dire oui, soit cuisinière, soit avocate, soit médecin, quelle que soit la profession. Vous serez derrière elles. Ouais. Et je leur dis surtout, apprenez les langues, l'anglais, l'espagnol, et surtout l'outil informatique et le téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont me contester, mais je veux qu'elles gèrent les réseaux sociaux, je veux qu'elles gèrent tout ça, parce que moi-même, à 42 ans, j'ai beaucoup de mal à faire une photo, et je suis désolé, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de la communication, c'est du gain de temps. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Norbert, pour la suite de ses souvenirs d'écolier. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Donc, ce qui a changé depuis que le musée en herbe existe, et même pour le coup depuis que vous y avez travaillé, c'est l'invention de ce genre de choses et le fait que les enfants aujourd'hui ont une vie sur écran qui est sans commune mesure avec ce qu'elle était auparavant. Ça a changé, votre approche de la muséographie ? On essaye un peu, mais pas trop. Peut-être parce que je suis déjà un peu trop vieille, mais c'est vrai que pour moi, c'est un moment... Vous exagérez un tout petit peu, c'est pas grave. Non, mais si on met que du numérique, où est l'intérêt d'aller voir des tableaux ? Bon, aujourd'hui, il y a tous ces tableaux virtuels, ça devient aussi la grande mode et la grande tendance avec les NFC. Les NFT qui sont qui permettent d'acheter des lignes de code comme pour avoir la propriété d'une œuvre d'art. Voilà, exactement. Donc on a beaucoup de nos amis artistes qui se lancent là-dedans aussi. Pour moi, c'est complémentaire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en termes d'attention, vous n'avez pas noté une difficulté, quelque chose que parfois les enseignants peuvent dire, de concentration des enfants, entre les enfants que vous voyiez arriver il y a 15-20 ans au musée, ceux que vous voyez maintenant ? Non, mais c'est juste parce que le musée n'est pas bien grand. Donc, nous, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Voilà, c'est ça. Nous, on les a que pour 1 heure, tout est neuf, tout est immersif. Donc, entre le petit jeu de piste, les petits jeux, etc., ça passe tellement vite que finalement, nous, on ne le ressent pas. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu ça.
Aurélie, si vous aviez un slogan pour convaincre encore une fois ces écolières, ces collégiennes, ces lycéennes de rallier le mouvement de l'IA. Moi, c'est indépendance intellectuelle et financière. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être stimulées intellectuellement toute leur vie, elles vont pouvoir impacter le monde à leur image, comme elles le voient, et donner leur petite contribution, leur brique en fait. Parce que moi, je crois beaucoup à la méthode des petits pas. Si on fait tous un petit pas, on va faire des grands bonds. Et puis, elles vont bien gagner leur vie, et il faut parler argent, parce que, encore une fois, c'est un tabou chez les filles, et c'est pas normal. Voilà. Alors la question surtout, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus. Nous, dans notre lycée, par exemple, l'option maths complémentaire, donc c'est quand on garde la spécialité maths en terminale et qu'on décide de faire encore plus de maths, de faire une option de 3 heures en plus, donc ces élèves-là qui généralement se destinent ensuite à aller en classe préparatoire. Quand on regarde, nous, nos élèves, donc je suis dans un grand lycée, au lycée Bascan à Rambouillet, on a en maths experte 4 filles pour 27 garçons. Donc voilà, c'est catastrophique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Moi, j'ai mis en place, je pense que ça peut se faire dans plein d'autres établissements, un projet auprès des premières, auquel Camille a participé il y a 2 ans, et là, maintenant, que j'adresse aux secondes, pour essayer de déconstruire ces stéréotypes, de faire travailler les élèves dessus, et puis faire en sorte de dire, oui, les filles peuvent faire des maths, et les garçons peuvent aller en filière scientifique. Et je rejoins effectivement ma collègue pour dire que les parents peuvent aussi être parfois un frein. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des parents qui étaient un peu gênés que leur enfant veuille faire des études en anglais ou en littérature ou en théâtre, et inversement. Mais c'est-à-dire, c'était quoi leur argument aux parents ? Je ne comprends pas bien. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'argument. C'est vraiment les stéréotypes qui sont ancrés en nous. Voilà, j'ai un jeune élève que j'ai eu il y a 3 ans en première S, qui a fini sa terminale S et qui est revenu me voir ensuite en me disant « Mais merci pour votre projet, parce que j'ai osé aller faire du théâtre. Et inversement, des jeunes filles qui m'ont dit « Mais merci pour ce projet, parce que j'ai décidé d'aller faire de l'informatique. » Il faut accompagner ces jeunes, absolument. On ne va pas lui faire une pub effrénée à ce logiciel, donc on ne va pas redonner son nom, mais il permet aux utilisateurs de créer ou d'écrire des dissertations. Oui, il suffit simplement d'entrer le sujet que vous souhaitez, le logiciel se charge du reste. Alors il y a d'autres logiciels similaires dont on ne va pas faire la promotion, et certains proposent aussi de paraphraser des textes existants, d'autres proposent aussi d'acheter des dissertations toutes faites. Logiciel qui pose évidemment toute la question du plagiat, c'est interdit. Forbidden, pas le droit, on ne fait pas. Et le plagiat est devenu un véritable fléau dans les universités françaises. Alors le plagiat consiste à copier un texte qui n'est pas le sien sans citer l'auteur, c'est tout simplement du vol. Avec la multiplication des contenus que l'on trouve sur Internet, eh bien c'est devenu presque une habitude pour certains étudiants. Les conséquences peuvent être très graves, cela peut aller d'un simple blâme jusqu'à l'exclusion définitive de tout établissement public. Faire tomber les biais de genre en matière de carrière dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, Lipti, c'est aussi accueillir plus de mixité. Oui, absolument. On parle beaucoup de femmes. Moi, j'aimerais beaucoup parler de diversité, parce que c'est important pour moi de se dire que ces femmes-là, on va aussi aller les chercher dans des milieux qui vont être très, très divers, en situation de handicap, mais aussi dans des territoires reculés. Et je pense qu'à la fois, oui, il y a une problématique, 12% de femmes dans l'IA, mais il y a aussi une problématique d'accessibilité de ces outils-là dans les territoires reculés. Et si on continue à créer ce gap qui existe, parce que si je ne me trompe pas, c'est 49% de la population, donc de la planète entière, qui n'a pas accès à Internet. Donc si vous voulez avoir des filles ou des profils divers dans la tech, il faudrait peut-être commencer par leur donner les outils afin qu'elles puissent apprendre ce qui est nécessaire dans la tech pour s'orienter vers ces métiers-là. Salim Brigui, dans l'ancien lycée, si je puis dire, une fille qui avait fait ES ou L avec l'option mathématiques pouvait malgré tout pouvoir suivre des études de mathématiques dans le supérieur. Maintenant, c'est impossible, c'est un problème. Oui, parce que malheureusement, si on parle de projet professionnel, on doit tout de suite partir sur une filière ultra scientifique dès le lycée, on a l'impression. C'est vrai qu'à l'époque de L, ES, S, ceux qui adoraient les maths partaient en S, et ceux qui avaient encore besoin d'un peu de réflexion pouvaient sécuriser en prenant la filière ES. Là, on a l'impression qu'on a l'avenir qui se joue entre les mains d'enfants de 15 ans, et comme on le disait avec la pression des parents, on a l'impression que c'est plus noir ou blanc. C'est tu prends les maths ou tu prends pas les maths. Et c'est ça qui est dommage. C'est la fin de cette édition. Merci Mickaël Dorian d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Merci à toute l'équipe, la réalisation Mani Pézeshk, Alex Larochelle au son et Maguessel à la rédaction en chef, Laure Audemont au maquillage. Et on se retrouve bien entendu demain. Ciao.
Merci.